m'avoir invité à donner ce séminaire. Je vais juste mentionner que mon labo a été créé par ce monsieur qui est ici aussi, Maurice Lévy, qui a fait beaucoup de choses en France. Et en particulier, il a créé ce laboratoire de physique théorique et haute énergie à Paris 6 avant et maintenant à Sorbonne Université. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner une idée un peu superficielle, mais bon, j'espère que ça soit compréhensible, des types de problèmes qui nous intéressent, nous, les physiciens, statisticiens, on nous appelle, ou même des gens de la matière condensée. Donc, le même type de groupe de scientifiques qui sont maintenant ici à l'Institut, en train de discuter des problèmes un peu différents de ceux que je vais vous présenter, mais qui sont de toute façon reliés. Et j'espère que la présentation soit accessible à tout le monde. Donc, je suis aussi très ravie de voir qu'il y a des enfants, donc ça c'est génial, qu'il y ait des jeunes qui puissent voilà, aimer, j'espère, ce type d'histoire et qu'éventuellement puissent faire la recherche comme nous, une profession très belle et avec laquelle on s'amuse beaucoup. Donc ça, c'est important à dire. Peut-être on n'est pas riche, mais certainement, on est très content d'aller travailler. Voilà, on n'arrête pas, on n'a pas des horaires, on va dîner, on parle de physique. Enfin bon, on est très content de faire ce qu'on fait. Donc, laissez-moi commencer par la partie optimisation computationnelle, parce que c'est la plus facile, je pense, et la plus intéressante en ce moment à discuter. Donc, je vais commencer par vous donner un petit exemple. Donc, ça, c'est un problème facile. On va considérer un problème où il y a 3 personnes. Donc, il y a vous, Jean et Marie, et qui vous décidez d'aller dîner ensemble. Et il se trouve que vous aimez bien tout le monde. Donc, tous les pères sont en amitié, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Donc, vous allez dîner, vous êtes très heureux, vous passez une belle soirée. Je vais associer des nombres parce qu'après, il y aura une quantité que, comme mathématicien ou physicien, on va vouloir étudier, associer à ce type de problème. Donc, je vais associer un nombre tout simplement, -1 pour les couples qui s'aiment bien. Et donc, comme il y en a 3 couples ici qu'on peut former parmi les 3 personnes dans les groupes, et tout le monde est content avec tout le monde, donc il y a -1 pour vous et Marie, un -1 pour vous et Jean, et un -1 pour Marie et Jean. Et si j'additionne les 3, je trouve -3. Okay? Donc, je suis en train de créer une règle, de donner une règle que je vais utiliser un peu plus tard, qui est très simple pour le moment, et qui consiste à ajouter un -1 si la paire est heureuse, s'entend bien, et donc s'il y a un petit cœur là entre les deux noms. Or, maintenant, imaginez une situation dans laquelle vous êtes aussi 3, mais il se trouve que Marie et Jean ne s'entendent pas bien, ils ne sont pas contents entre eux, et que vous, quand même, allez dîner ensemble, les 3. Donc, avec ma règle, je vais associer un -1 à vous et Marie, un -1 à vous et Jean, mais j'associe un +1 à Marie et Jean. Okay? Donc, si maintenant j'additionne ces chiffres, je trouve -1. Donc, j'ai généralisé un peu ma règle et je fais le calcul et j'ai trouvé un résultat différent. Et non seulement le résultat de mon calcul, de ma somme, est différent, il est plus grand, le résultat, il est plus élevé. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'introduire une quantité, une fonction, en fait, qu'on appelle fonction de coût, qu'on va généraliser à des problèmes plus compliqués que celui-là, et que typiquement, ces fonctions de coût qu'on construit vont prendre une valeur basse, le plus basse possible, si tout va bien, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de frustration. C'est un autre mot-clé qu'on utilise dans le contexte des systèmes complexes, des problèmes d'optimisation que je suis en train de commencer à discuter. Et ici, dans cet exemple, vous voyez que le dîner conflictuel met donc comme résultat pour ma fonction de coût une valeur plus élevée du dîner heureux. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui? OK. Donc maintenant, je vais compliquer un tout petit peu ces problèmes. Ça va être très similaire, mais ça va être un exemple du type de problème qu'on étudie en mathématiques d'optimisation et aussi en physique.
Donc je vais modifier un tout petit peu la proposition pour pouvoir élargir le nombre de commensals. Je ne sais pas si le mot commensal existe en français, mais vraiment, le nombre de gens qui vont aller dîner ensemble. Donc, imaginez maintenant que, comme je sais qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas trop entre elles, je vais essayer de diviser mon groupe en deux. Donc, il y a 3 cas. Le premier cas, c'est vous et Marie sortent ensemble et comme vous vous aimez bien, ça va très bien, et Jean, on le laisse à côté. Donc, le résultat de ces couples-là, c'est un -1. Vous et Jean aussi, -1. Mais Marie et Jean, s'ils sortent ensemble, il y a le +1, il y a les problèmes, il y a la frustration, il y a les dîners conflictuels. Donc là, j'observe que pour cette nouvelle situation de dire, bon, on va faire ce dîner ensemble 2 et laisser l'autre à côté, j'ai 2 solutions, des configurations, des possibilités qui sont bonnes, qui sont optimales, et il y a une autre qui est mauvaise. Donc, maintenant, si je considère ce résultat -1, -1 ou +1 comme le résultat de la fonction de coût associée à ces nouveaux problèmes que je suis en train de regarder, il y a 2 solutions qui sont optimales et qui me donnent la valeur la plus petite, -1, et il y a une qui n'est pas bonne, qui ne minimise pas, ne donne pas la valeur minimale de la fonction de coût et me donne un +1. Or maintenant, on va essayer de complexifier un peu les problèmes au sens qu'on va considérer plus de monde. Il y a plus de gens qui sont dans un groupe et qu'on veut faire la même chose qu'avant. Donc on veut diviser ces groupes de 6 filles et garçons, disons, en 2 groupes parce qu'il y aura des cas d'amitié et de non-amitié entre les jeunes qui sont dans l'exemple ici. Or maintenant, vous voyez qu'il y a 6 personnes et il y a beaucoup de flèches. Quelles sont les flèches? Les flèches sont les interactions, si vous voulez, ou les degrés d'amitié ou non-amitié qu'il y aura entre chacun des membres de ces groupes de 6 personnes. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup de flèches. On peut les compter. En fait, il y a 15 flèches. Et dans les cas où il y en a 6 enfants, voilà, 6 enfants, et il y a 5 flèches qui sortent de chaque enfant. Et au total, il y a 15 connexions. Dans tous les cas que je vais discuter aujourd'hui, les amitiés vont être réciproques, au sens que si cette fille aime cette fille aime la fille précédente. Ce n'est pas nécessaire que ça soit comme ça, il y a des problèmes un peu plus généraux où les relations ne sont pas réciproques, mais bon, pour simplifier l'histoire, faisons-le être réciproque. Donc, comme il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de possibilités. Et un autre mot-clé qui apparaît souvent dans la description de ce type de problème est complexité. Et la complexité augmente. Et prenez le mot complexité pour l'instant dans la façon intuitive que vous connaissez. C'est simplement que le problème devient plus compliqué. Donc, là, j'ai mes 6 enfants et j'ai mis des couleurs sur les flèches et j'ai mis des cœurs ou des points, des poignées qui pointent vers le bas, selon ce que les pères s'aiment ou ne s'aiment pas. Et j'ai mis, encore pour simplifier, à peu près, dans ces cas-là, exactement la même, non pas exactement parce qu'il y en avait 15, mais voilà, à peu près la même, sauf un, quantité de lignes rouges que de lignes noires. Okay? Donc, grosso modo, dans cet exemple, moitié-moitié s'aiment bien ou se détestent réciproquement, dans les 2 sens, comme je disais auparavant. Et maintenant, je vais poser une question similaire à celle que j'ai posée, la deuxième question que j'avais posée, c'est-à-dire je vais diviser ces groupes d'enfants en 2, de taille identique, donc 3 et 3, pour faire 2 fêtes séparées, en essayant de minimiser les couples qui ne s'aiment pas, qui sont dans le même groupe. Okay? Donc, je vais faire, je répète, 2 fêtes, en divisant les groupes de manière égale, même nombre d'enfants d'un côté et de l'autre, et je vais simplement minimiser le nombre de signes comme ça qui tombent dans le même groupe. Donc, par exemple, je peux couper par une ligne horizontale bleue comme ça,
et dire que je vais faire une fête avec les 3 qui sont en haut et une autre avec les 3 qui sont en bas. Mais je dois regarder combien de flèches de couleur noire sont restées en haut et combien de flèches de couleur rouge sont restées en bas. Et je vais couper tous les liens qui joignent les hauts et les bas. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est essayer cette configuration, cette possibilité de coupage en 2 des enfants que j'avais auparavant. Et là, je m'aperçois qu'avec ces choix que j'ai fait au hasard, c'était le plus simple du point de vue des dessins, de tracer une ligne horizontale, je me rends compte qu'il y en a 2 pouces en bas qui sont restés dans la partie haute et seulement un cœur, et de même dans la partie basse. Donc ma partition, appelons ça partition, est très mauvaise. Parce que, voilà, il y aura beaucoup de frustration certainement dans cette fête comme dans l'autre. Et si je répète mon calcul des fonctions de coûts que j'avais fait auparavant, j'aurai ici un -1, j'aurai ici un +1 et un autre +1. Donc dans le groupe d'anneaux que j'appelle A, j'ai comme résultat un +1, donc c'est mauvais, c'est positif et c'est assez élevé. Et en bas, voilà, même chose en fait, parce que c'est le même nombre de pouces en bas que de cœurs. Donc ce choix de coupage, de partition du groupe en 2 est mauvais. C'est pas idéal, c'est pas très bon. Ok, mais maintenant je vais dire, ok, essayons un autre. J'avais fait le coupage horizontal comme ça, et je calcule et ça va pas. Mais maintenant, je peux essayer de couper d'autres façons. Donc, par exemple, avec la ligne diagonale plus fine comme ça, la ligne diagonale plus fine comme ça. Mais il y a d'autres options aussi que je n'ai pas dessinées parce que le dessin devenait un peu trop compliqué ou trop plein de choses. Donc, par exemple, je vais prendre ces 2-là avec celle-là, celle-là avec l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités à prendre en compte. Donc, on peut essayer de essayer tous les coupages possibles, toutes les partitions, et à chaque fois calculer la fonction de coût, voir combien de cœurs et de pouces en bas il y en a pour chacune des possibilités. Dans ces cas-là, bon, on peut le faire, c'est pas trop compliqué, mais si le nombre de personnes augmente et augmente et augmente, devient plus grand, ben, ça devient trop difficile, enfin trop lourd du point de vue des calculs. Il y a trop de possibilités. Et typiquement, bon, je mets juste un mot technique ici en bas en gris, et typiquement, ce type de problème nécessite, si on veut faire une énumération complète, donc regarder toutes les possibilités, tous les nombres de possibilités vont être des fonctions, des nombres très élevés avec le nombre de gens qu'il y a dans les problèmes qu'on veut étudier. Okay, juste un mot technique. Donc tout de suite, rapidement, quand on met plus de gens, ça devient un problème difficile à résoudre. Difficile à résoudre même au point de vue que si on le met dans l'ordinateur, ça va être difficile à résoudre. Or, une petite parenthèse mathématique pour vous donner une idée du genre d'équation, des genres de symboles mathématiques qu'on utilise et comment on peut écrire la fonction de coût de laquelle j'ai parlé avec des symboles mathématiques et comment elle va réapparaître de façon similaire, pas identique, mais très similaire, dans le contexte des verres et dans le contexte des trous noirs aussi. Donc, une parenthèse, une seule équation, et très rapidement, je vais revenir au dessin. Donc, dans l'exemple de, ça s'appelle partitionnement graphique ou fractionnement de groupe, les problèmes que je venais de décrire, on a n personnes, donc n est égal à 6 dans l'exemple que j'avais donné. Je peux mettre une étiquette à chaque personne et l'appeler I égale à 1 si c'est Marie, 2 si c'est Jean, 3 si c'est vous, etc. Okay, donc on met une étiquette qui prend des valeurs entre 1 et le nombre total de personnes que vous avez, et chaque personne se met une étiquette avec un nombre dessus.
Et après, il y avait les on aime ou on n'aime pas l'autre. J'ai dit que dans les dessins que j'avais faits, il y avait à peu près la moitié de aime ou n'aime pas. Dans ce type de problème, souvent, le choix de aime ou n'aime pas se fait au hasard. Évidemment, si vous avez un groupe de personnes, ça ne s'est pas fait au hasard. Il y a des sentiments, il y a des goûts, etc., etc. Mais dans la version mathématique qu'on aime, nous, étudier, les associations de aime ou n'aime pas, on les fait au hasard, au sens qu'on tire une monnaie, une pièce de monnaie, et selon que c'est les deux ou ce qu'il y a derrière, hein, et on met un cœur ou le pouce qui va vers le bas. Et les interactions, pour écrire mon équation, je vais associer un plus 1 à M et un moins 1 à n'aime pas. Et les interactions, je vais les appeler avec ce symbole J, avec deux labels. Donc ça, c'est le label, par exemple, égal à 1 si c'est Marie, égal à 2 si c'est Jean. OK? Ça va? S'il y a des questions, s'il vous plaît, arrêtez-moi au cours de route. Oui. Non, parce que je vais mettre dans mon équation, par convention, à moins de 20. Ça, c'est par habitude. Mais oui, par habitude, il y a le moins de 20. D'autres questions? Oui. Ah, c'est le même indice que le I. Donc, lui, il va aussi de 1 à N. Oui, j'aurais dû mettre I, virgule J ici. Et c'est le même, c'est aussi une étiquette. Et donc, c'est l'étiquette d'une personne et de l'autre. Oui, merci. D'autres questions? OK. Et maintenant, je vais associer un plus 1 à la personne, à toute personne qui est dans le groupe A et un moins 1 à toute personne qui est dans le groupe B. Donc, cette partie-là, c'est la partie qui va me dire comment est la configuration des personnes, comment je sépare mon groupe en deux, tandis que celle-là, c'est fixe, ça ne change pas, c'est donné par mon problème, c'est les sentiments entre les couples des personnes qui sont prédéterminés et on ne les change pas. Donc, voilà l'équation, elle est moche, mais bon, je voulais vous la montrer quand même. Donc, la fonction de coût, c'est C, qui est par coût. Et donc, regardons ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça, c'est la condition de construire des groupes d'égale taille. Parce que, peu importe qui sont les plus 1 et qui sont les moins 1, si je veux qu'il y ait la même taille dans les deux groupes A et B, il faut que tous s'additionnent à 0. Donc ça, c'est une somme. Ce symbole-là représente une somme. Et la somme de plus 1 et moins 1 en A et en B doit être égale à 0. Toujours, pour n'importe quelle partition de mon groupe en deux. Donc ça, c'est une condition. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi de vous montrer une équation, mais je voulais le faire, une fonction. Je vais expliquer ce que c'est une fonction dans une seconde. Mais il y a ces J, I, J qui apparaissent ici, que c'est les sentiments d'amour ou de haine entre les couples. Et cette expression ici, simplement ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne les paires qui vont être dans le même groupe. Donc ça va être égal à 1 si SI est égal à SJ est égal à 1. Et aussi, il va être égal à 1 si SI est égal à SJ est égal à moins 1. Donc, bon, ça a l'air un peu affreux pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux expressions mathématiques, mais c'est juste pour vous donner une idée du type de choses qu'on écrit. Et bon, oui, voilà, comment ça se voit. Et donc, les problèmes qu'on doit résoudre, c'est pour des couplages, on les appelle couplages, pour des JIJ ici, qui sont prédéterminés, c'est les sentiments entre les gens, trouver qui sont les SI et J qui vont minimiser
cette expression. Okay? Donc ici, il y a des plus ou des moins 1 prédéterminés, et ici, on doit trouver les SI et J qui rendent cette fonction la plus petite, qui donne la valeur comme résultat le plus bas. Et ça, quand ici, on somme sur beaucoup de couples, ça c'est en addition sur tous les possibles couples, et bon, ça devient un problème difficile. Ok, je saute mon équation et maintenant je reviens au dessin et je pense que ce que je viens de dire va être plus clair. Donc, qu'est-ce qu'une fonction, pour commencer? Imaginez que vous avez une montagne russe et une montagne russe sur une ligne. Je crois que cette photo, je ne sais pas, ça a l'air d'être vraiment sur une ligne. Okay? Donc, des pics, des hauts et des bas, de différentes hauteurs sur une ligne. Donc, ça, c'est une représentation de la montagne russe qui est ici, sur cette ligne. Donc, la position horizontale ici, c'est ce qu'on appelle une variable. Et la hauteur, c'est la fonction. Donc, la fonction, c'est ce dessin-là, qui vous dit combien est grand C pour chaque position horizontale. Donc, si je reviens sur la montagne russe, ici, la valeur de C est très haut, ici, la valeur de C est très bas, ici, c'est très haut, ici, c'est très bas, ainsi de suite. Donc, sur cette fonction, il y a des objets qu'on appelle un minimum. Donc, comme dans la montagne, les bouts d'une vallée, il y a la montagne à côté, qui est un peu plus haute que le bout de la vallée. Après, il y a une autre vallée, après une autre montagne, après une autre vallée la plus basse dans ce dessin. Puis il y a un col, comme dans la montagne, il y a un col pour passer, donc où le dessin devient plat, et puis ça monte encore. Donc, quand je dis que je voulais trouver une assignment, comment dire, des valeurs de SI, quand j'avais dit avant que je voulais trouver qui étaient les SI plus ou moins 1 qui rendaient cette fonction minimale, ce que j'étais en train de dire, c'est que la fonction de coût que j'ai présentée auparavant est quelque chose de ce genre-là, avec des minima, des maxima, des cols, mais en fait, elle n'est pas seulement une fonction d'une seule variable, c'est une fonction de beaucoup de variables, de n variables, de tous les SI. Donc, je dois imaginer qu'il n'y a pas une montagne russe sur une ligne, mais il y a une montagne russe sur un plan, mais un plan qui est énorme aussi, en nombre de dimensions. Donc, je ne peux pas le dessiner. Ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas faire des dessins, des géométries en dimensions élevées, plus que 3 et encore, parce que ça devient difficile aussi de dessiner au tableau. Donc, la chose que je devais minimiser auparavant correspondait à trouver qui était la position qui correspond au minimum le plus bas, le plus profond. Et ça, c'est un problème très difficile pour les genres de problèmes que nous intéressent. Donc, la question, c'est le but. Quel est le but avec la fonction Q? C'est d'essayer de trouver la valeur x-min, mais comme je dis, bon, c'est pour l'autre problème où il y en a beaucoup de variables, pas seulement une seule. Et donc, en conséquence, il y aura un paysage que je vais vous montrer un peu plus tard dans un sketch, qui aura beaucoup de maxima, beaucoup de minima, beaucoup d'écoles, beaucoup de plateaux, enfin bon, une structure très compliquée. Donc, comment peut-on se déplacer sur ces paysages pour arriver à trouver ces x-min? Imaginez que je vais me déplacer sur ces paysages en plaçant une bille ou un ballon. Donc, je place un ballon ici, par exemple. Parce que comme je ne sais pas où est le minimum, où se trouve le minimum, je me place à l'extrême de ma fonction. Je place un ballon ici et je le laisse tomber. Okay?
Imaginez que le ballon, bon, il y a comme un ballon normal, il ne va pas continuer comme un fou, et il y a aussi un peu de friction du terrain qui va commencer à l'arrêter un peu. Donc il va descendre, il va s'arrêter un peu, mais imaginons que bon, il est tel que, poum, ça arrive ici. Et imaginons que ça s'arrête là. Bah, ça s'arrête là, ce n'est pas le bon minimum, celui-là. Le bon minimum est celui-là. Mais pour arriver là, il doit monter. S'il y a un peu de friction, il ne va pas y arriver. Il va être bloqué auparavant ici, peut-être là, mais bon, cette barrière est haute, donc il ne va pas arriver à la passer. Par contre, si je remarque les ballons de l'autre côté, ben oui, parce que le sable ne va pas l'arrêter, il va arriver là. Donc, pour arriver, si on ne sait pas trop où se trouve le minimum, bon, on ne sait pas trop d'où commencer et on ne sait pas trop comment bouger sur ces paysages pour aller trouver le minimum. Évidemment, si on sait la solution, on se place là et c'est fini, on a trouvé la solution. Mais en principe, on ne la connaît pas auparavant, n'est-ce pas? Donc, ce que les algorithmes qu'on peut écrire dans les ordinateurs vont faire, c'est, grosso modo, le plus simple, faire ce que je viens de vous dire, en fait. Laisser tomber les ballons. Mais bon, si on le laisse tomber, seulement le laisse tomber, il va finir là. Donc, il y a des astuces pour essayer de passer sur les barrières qui sont proches et puis peut-être avoir la chance d'arriver au bon minimum absolu, le global. Mais ça, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident de comment écrire les algorithmes qui vont savoir ce qu'il faut faire voilà, pour passer les barrières. Donc là, je vous donne un peu une idée de comment ces problèmes deviennent compliqués et quel type de procédures numériques on peut utiliser pour les résoudre. Je vais vous donner un exemple concret de cette procédure de passer sur la barrière un peu plus tard dans le contexte de la physique. Donc, pour conclure cette partie des paysages, comme le dessin de la montagne russe que j'ai fait auparavant, c'était sur la ligne. Mais comme je vous ai dit, il y en a beaucoup de ce qu'on appelle degrés de liberté ou variables dans les problèmes intéressants. Et donc, ici, il y a beaucoup de directions que je ne peux pas dessiner. Je ne dessine que 2 dans cet dessin. Et après, dessus, il y a un paysage très rugueux, très accidenté, avec plein de vallées, plein de montagnes, quelques régions plates. Il y en a tout, là. Et si le minimum absolu est là, et qu'on commence notre balade ici, bon, pour arriver là, c'est compliqué. Il faut trouver le meilleur chemin pour y arriver, parce que l'idée, c'est de trouver le chemin le plus court pour arriver, et qui prend moins de temps. Donc, où le temps, c'est le temps de calcul numérique, c'est très difficile. Donc, du point de vue de l'optimisation computationnelle, la question importante, c'est comment trouver des algorithmes efficaces, donc rapides, qui ne prennent pas beaucoup de temps de calcul, pour atteindre le minimum absolu de cette fonction. Est-ce qu'il y a des questions ici? Ok, donc maintenant la physique. Donc la physique, comme vous savez, il y a différents états de la matière. Et donc je prends l'exemple de l'eau ici. Il y a 3 états bien connus, qu'on connaît tous. Donc on peut avoir la glace, on peut avoir de l'eau qu'on boit, et on peut avoir la vapeur. Il y en a plus d'états pour l'eau, mais les plus connus sont ces 3-là, qu'on les côtoie tous les jours. Or, si on va regarder à l'intérieur de l'eau, et on va regarder les molécules, qui est ici pour faire simple. En fait, j'ai pris ce dessin d'Internet, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, bon, c'est des sphères. Évidemment, ce ne sont pas des sphères, les molécules d'eau, mais peu importe. Donc, les molécules, les constituants, on les dessine ici, on les montre ici comme des petites sphères. Donc, dans les gaz, elles sont un peu partout. Il y a des propriétés macroscopiques, évidemment, du gaz
comme quoi le gaz n'a pas une forme fixe, c'est le conteneur qui va les contenir, justement. C'est facile à compresser, il coule, bon, il occupe beaucoup d'espace. Les liquides, si on les regarde d'un point de vue microscopique, on va voir que les billes ne sont pas ordonnées, sont désordonnées. Il occupe moins d'espace que celui-là, il est souple, il peut couler. Par contre, les solides, c'est bien ordonné, c'est cristallin, la structure est cristalline, et donc, bon, il y a une structure régulière formée par les constituants du solide. Et l'eau, on va la trouver dans la vapeur, bon, les liquides qu'on boit et la glace. Donc tout ça, c'est connu et on le voit les jours au jour. Or, comment on peut faire ce qu'on appelle une modélisation de ce type de situation? Juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait en physique, parce qu'auparavant, c'était plutôt les maths et l'algorithmique. Donc, la façon, on essaye en physique toujours de faire des modèles les plus simples possibles, de garder ce qui est important et suffisant pour décrire ce qu'on veut décrire. Donc, les molécules d'eau, comme je vous ai dit, ce n'est pas des sphères, mais peu importe, imaginons que ce sont des sphères. Et les interactions, donc ils vont se voir, ces particules, n'est-ce pas? Et ils vont vouloir être ensemble ou être lointaines. Ils vont avoir des interactions entre elles, un peu comme les enfants auparavant. Et donc, d'une façon très très simple, on peut simplifier, on peut imaginer que les interactions entre ces particules, c'est comme des ressorts. C'est comme si les particules étaient attachées avec des ressorts. Donc, si j'en ai deux seulement, attachés par des ressorts, et donc si je comprime mon ressort, les particules vont essayer de s'éloigner, n'est-ce pas? Le ressort va les pousser à part. Donc, l'interaction est répulsive. Si, par contre, j'ouvre mon ressort, je tire mon ressort, bon, elle va essayer de les mettre plus proches aux sphères et l'interaction va être attractive. Il y a une position idéale de la distance où la force est nulle et voilà, les billes ne vont pas bouger, elles sont contentes à cette distance-là, décidée par les ressorts. Or, ça c'est un exemple où je pense à deux billes en interaction avec un ressort. Or, imaginez que vous en avez beaucoup et qu'encore elles interagissent par paire, comme les enfants, avec des forces qui ressemblent un peu à ce que je viens de décrire ici avec les ressorts. C'est-à-dire que les forces sont répulsives si elles sont proches, elles sont attractives si elles sont loin. Mais bon, il y en a beaucoup de particules, il y en a beaucoup d'interactions et il y a beaucoup de messages différents que chaque particule sent dû à toutes les autres. Donc, ces problèmes deviennent aussi difficiles. Et sous certaines conditions, on peut trouver avec ce type de modélisation les états solides, les états liquides, les états gazeux que j'avais décrits auparavant. Mais il y a aussi des conditions, par exemple, si on met ce type de particules dans un volume et on comprime et on fait des choses qui ne sont pas très bizarres comme procédure, on trouve ce qu'on appelle des phases vitreuses, qui ne sont pas ni solides, ni liquides, ni gazeuses. C'est des choses différentes. Et les verres, vous les connaissez, n'est-ce pas? Bon, il y en a des verres modernes, très beaux, très propres. Ici à droite, il y a des verres anciens. Donc les gens savent faire des verres depuis très 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 longtemps. Donc les verres sont ces objets, ces matériaux, enfin, cette phase de la matière qui sont rigides parce qu'ils ne vont pas couler rapidement. Bon, les verres de la fenêtre ne vont pas disparaître, donc il est là, il est rigide. Mais si on regarde au microscope, il est désordonné dedans. Les particules ne sont pas dans une structure cristalline comme dans les cristaux usuels. Donc c'est une espèce de mélange, c'est un truc entre liquide et entre solide, selon comment on les regarde et selon ce qu'on veut faire avec. Donc c'est une différente phase de la matière qui intéresse pas mal d'entre nous, parce qu'elle est difficile à décrire, elle est difficile à comprendre. Et juste pour vous montrer, il y a aussi des expériences dans le contexte des verres, et, parce qu'on bon, fait la physique, et comme une de nos participantes aujourd'hui nous a rappelé, la physique est une science expérimentale.
Donc, par exemple, on peut définir quelque chose qui est grosso modo un temps d'écoulement, grosso modo, pas exactement, mais un temps sur lequel, pour simplifier, le verre va couler. Et on voit que les matériels vont couler. On voit que ce temps croît énormément quand, par exemple, on refroidit notre système. Et donc ici, on serre les liquides où ça coule, et ce temps est très petit. Et après, on commence à croître, et ça croît énormément, et ici, c'est tellement long que ça ne coule plus. Et ici, on rentre dans le verre. Donc c'est le même, par exemple, bon, pas dans cet exemple que je montre dans la figure, mais avec de l'eau, on peut aussi créer des verres d'eau sous conditions de pression très spéciales et de température aussi. Donc voilà, il y en a plein d'expériences et la difficulté du point de vue de la physique, c'est par exemple de trouver une formulation qui permet de décrire ces points et trouver une courbe qui va en dessous des points et qui la représente de façon précise. Donc les points, c'est des points expérimentaux et les lignes, c'est quelque chose qu'on trace dessus pour décrire comment les points se comportent. Mais on n'a pas de théorie parfaite pour décrire ce qui se passe avec ces points-là. Okay. Donc le verre, c'est bizarre. Les verres, on ne les comprend pas complètement et bon, il y a pas mal de gens qui s'occupent de ça. Alors maintenant, je vous montre une autre équation qui ressemble beaucoup à la précédente. Et j'ai mis ici une vache sphérique. Pourquoi? Parce qu'en physique, on dit toujours qu'on aime faire des modèles de vaches sphériques. C'est-à-dire les modèles, encore, simplifiés le plus possible. Donc, j'oublie maintenant les particules. Il n'y a plus de particules, il n'y a plus de ressorts. J'oubliais complètement ça. Je sors complètement de la microscopie du problème que je vais décrire. Mais j'écris une fonction Q. Okay? J'écris une fonction Q qui ressemble pas mal à celle que j'avais présentée auparavant. Et donc c'est un saut conceptuel, du point de vue qu'on oublie les détails de la réalité et on simplifie encore plus. Et donc la fonction Q, pourquoi elle ressemble à la précédente? Parce qu'il y a des couplages qu'on prend aussi avec une pièce et on les prend plus ou moins 1. Et il y a des variables qui prennent des valeurs plus ou moins 1, mais il y en a 4. Pour 4, il aurait pu y avoir 3, mais je préférerais de mettre 4 pour la suite. Et pourquoi pas 2, comme auparavant? Bon, avec 2, ça ne marche pas. Donc, avec 4, ça marche pour décrire... enfin, ça marche. Ça donne une représentation disons, acceptable de ce que le verre, comme ce que je vous ai montré auparavant, font. Donc, ça, c'est, si vous voulez, ça représente le couplage entre ces variables qui maintenant n'ont rien à voir avec les vraies particules du liquide, enfin de l'eau. Ici, il y a une somme sur tous indices qui vont aller de 1 jusqu'à n. N, c'est très grand, c'est le nombre de particules que vous avez. Mais bon, c'est assez éloigné du problème réel du point de vue microscopique. Et pourtant, ce type de modèle arrive à décrire pas mal de propriétés qu'on mesure expérimentalement ou avec des simulations numériques des vraies particules en interaction et avec beaucoup plus de détails de la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de similaire, ce type de problème, à l'autre que je vous ai montré auparavant? Les paysages accidentés. Donc, lui aussi a un paysage qu'on peut associer à cette fonction Q qui a beaucoup de minima, beaucoup de maxima, beaucoup de zones plates. Et le problème ici, c'est trouver, par exemple, le minimum absolu, ça pourrait être le cristal. Mais avec préparation du liquide sous pression, température particulière, on peut tomber ailleurs, et c'est ailleurs, c'est le verre. Et voilà. Et donc, on peut imaginer des procédures expérimentales qui pourraient nous faire éviter le verre et aller au cristal, ou aller vers le verre, mais avec un verre qui ait des propriétés particulières, donc dans la métallurgie ou dans la préparation de verre industriel. Bon, c'est une question importante quand même, parce qu'on peut vouloir avoir des propriétés macroscopiques très spécifiques
pour avoir, voilà, par exemple, les vers qui font la pyramide du Louvre. Hein, donc, c'est des vers de Saint-Gobain qui sont des propriétés hyper spéciales qui ont été dues fabriquer avec des procédures hyper compliquées pour avoir les propriétés de transparence, conductivité thermique, enfin, tout cela. Donc comment atteindre le minimum absolu? En physique, ce serait les cristals, mais il y a d'autres régions de ces paysages compliqués qui sont aussi intéressantes et qui correspondent au vert. Et voilà, et donc, grosso modo, du point de vue de cette description, c'est le même type de problème du problème d'optimisation computationnelle que je vous avais montré auparavant. Ok, ça je vais le sauter. Donc on m'avait demandé de mentionner Giorgio. Donc Giorgio Parisi a eu le prix Nobel en 2021 pour ses travaux reliés à l'étude de ces paysages que je vous montre auparavant, c'est-à-dire de ce qu'il a fait, c'est aux années 70, à la fin des années 70, il a développé une méthode mathématique pour étudier les fonctions de coût que je vous ai présentées. Ça s'appelle la méthode de réplique, et en particulier la méthode de brisure des symétries de réplique. C'est hyper technique, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, c'est une méthode qui permet de dire des choses sur les statistiques de ces minima, d'aller trouver la hauteur de cette fonction coût au minimum, etc., etc. Donc, il y a deux photos de George ici. Une, c'est ici. Donc, ça, c'était à Cargèse en 2018. Voilà, et l'autre, c'est aux Souches. Et c'est l'autre qui apparaît partout, si vous voyez dans les journaux. Parce que, bon, il est très souriant. Et bon, c'est une image qui le représente très bien. Donc, il a une grande école qui a créé autour de lui. Donc, quelques-uns d'entre nous sont ici. Donc, ça, c'est une image où il y a les noms de ses collaborateurs. Il y en a plus de 300. Et donc, Marco Tarsi, un des organisateurs de l'activité qu'il y a maintenant à Cargèse, a travaillé avec George, moi aussi, Jorge Kurchan, il y en a plusieurs qui sont là et que nous sommes ici. Donc, dernière deux choses que je vais vous dire. Donc, je vous ai parlé de la bille qui descend le paysage, peut-être avec un peu de friction, mais que parfois, on voudrait qu'elle soit capable de monter une barrière et aller plus bas. Et il y a des méthodes connues depuis très longtemps pour faire justement cela. Donc, c'est le recuit, par exemple. Donc, le recuit, dans la physique, est utilisé du moins depuis le Moyen-Âge, parce que, par exemple, pour obtenir des épées avec des propriétés particulières, donc ça ne se casse pas quand on donne un coup sur quelqu'un d'autre, donc les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils montaient en température, descendaient en température, montaient en température, donnaient des coups sur l'acier pour améliorer l'alliage. Et donc, d'un point de vue physique, on comprend ce qu'il était en train de faire, du point de vue microscopique, avec ses recuits et ses refroidissements et coups, etc. Mais grosso modo, ce qu'il était en train de faire, c'est, avec le recuit, faire monter les barrières dans les paysages qui décrit l'acier. Et si on va, bon, aujourd'hui, on peut améliorer la performance des cellules solaires aussi en faisant de différentes procédures de recuit. Donc finalement, le recuit, ce que c'est modifier les conditions ambiantes avec un protocole bien trouvé qui va donner les propriétés au système qu'on cherche, du point de vue de la physique. Un autre exemple, c'est quand vous avez des grains de café, par exemple, que vous les mettez dans un pot. Donc vous savez que si vous secouez un peu, ça comprime, et donc après vous pouvez mettre plus. Donc la procédure de secouer, vous êtes en train de donner de l'énergie qui fait monter des barrières dans les paysages, et donc vous pouvez aller plus bas dans les paysages, et ça veut dire mettre plus de grains de café dans les pots, dans ces cas particuliers. Donc c'est un autre exemple de recuit. Et avec les algorithmes, bon, il y a des façons d'implémenter ce type de recuit. Ça s'appelle
recuits simulés dans l'ordinateur. Et ce qu'on fait, c'est on fait passer sur les barrières, de même qu'avec la procédure physique. Finalement, je veux dire un mot sur les problèmes d'optimisation. Donc, les problèmes d'optimisation, je vous ai donné un exemple, mais il y en a d'autres, et il y en a des plus difficiles. Donc, résoudre ces problèmes d'optimisation est le plus difficile d'entre eux. Et un des problèmes que l'Institut des mathématiques Clay a proposé comme défi, et il y a un prix associé, donc qui peut montrer, trouver un algorithme rapide, bon, je ne vais pas dans les détails techniques, mais trouver un algorithme rapide pour résoudre le plus difficile de ces problèmes d'optimisation, $1 million de récompense. Voilà. Et donc maintenant, dernières 5 minutes, c'est les trous noirs. Qu'est-ce que c'est les trous noirs et qu'est-ce qu'ils font les trous noirs là-dedans? Donc, qu'est-ce qu'ils sont les trous noirs? Les trous noirs, c'est une région très petite de l'espace-temps, donc de l'espace, où la gravité est tellement forte que rien ne peut sortir, ne peut s'échapper, même pas la lumière, rien. Donc quelque chose de très très attractif. Rappelez-vous de mon ressort, bon, c'est tellement attractif ce ressort qu'on ne sort pas. Et l'existence des trous noirs a été prédite par la relativité générale d'Einstein, au début du siècle dernier. Donc, bon, en étudiant ces équations, en étudiant différentes questions reliées à la physique théorique de la relativité générale, il avait été prédit qu'il devrait y avoir des trous noirs dans l'univers. Et évidemment, on ne peut pas aller aux trous noirs parce que déjà on ne peut pas y arriver, ensuite on ne pourrait pas sortir, mais ils peuvent être détectés de façon indirecte en remarquant comment les objets qui ne sont pas très loin des trous noirs se comportent, parce qu'ils se comportent de façon différente de ceux qui sont très loin, en particulier les étoiles. Donc, ça ne fait pas très très longtemps, des trous noirs ont été observés. Et en fait, il y a des trous noirs un peu partout. Et le premier a été une surprise, mais bon, maintenant, il y en a pas mal. Et en particulier, il y a un qui a été observé dans notre galaxie. Et voilà son nom. Et bon, ça, c'est une image. Et il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut discuter de ces trous noirs. Et le dernier projet, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, mais les projets, la collaboration qui a produit cette image, et ça s'appelle Event Horizon Telescope. Donc, les trous noirs existent, ils ne sont pas seulement une prédiction théorique un peu bizarre, mais voilà. Et ces gens-là ont eu le prix Nobel pour des questions de calcul, de comment, enfin, ils ont donné des façons de, ils ont guidé, si vous voulez, l'observation des trous noirs. Donc maintenant, un autre modèle de vache sphérique qui est très à la mode en ce moment, dans le contexte de la physique de la gravitation, les gens qui continuent à étudier la gravitation et en particulier les trous noirs, c'est un modèle, je ne veux pas le justifier, hein, c'est juste un modèle qui ressemble énormément à celui que je vous ai montré auparavant pour le verre. Donc il y a des couplages, il y a des variables. Ils ne sont pas les mêmes plus ou moins 1 qu'on avait pour le verre. Peu importe, c'est des variables différentes qui prennent des valeurs différentes, qui se comportent de façon différente. Mais la fonction de coût est la même. Ces couplages sont aussi plus ou moins 1 tirés au hasard. J'ai oublié de mettre les rôles. Hein. Et donc c'est exactement la même structure du modèle, sauf l'identité de ces variables. Et lui aussi, il y a un paysage accidenté, un peu plus simple de ce qu'on a pour le verre, mais quand même. Et il se trouve qu'il y a plusieurs propriétés qui sont attendues pour le trou noir, qui sont reproduites par ces modèles-là. Et donc, ça, c'est assez surprenant quand même. Et donc, maintenant, il y a une espèce d'intérêt parallèle, ou que parfois ça se touche, entre les gens de la physique des verres et les gens de la gravitation, parce que finalement, on est en train d'étudier des trucs qui ressemblent beaucoup du point de vue mathématique. Donc, voilà. Donc, je vais conclure. Je vous ai montré 3 problèmes qui, a priori, sont très différents.
un problème d'optimisation computationnelle qui est un problème d'algorithmique, si vous voulez, mais qui peut se présenter comme un problème de physique statistique, un problème de physique des matériaux, les problèmes de verre, qui peut aussi se présenter sous la forme d'un problème de physique statistique, et puis les trous noirs. Et tous les trois ont une fonction Q qui ressemble pas mal, et donc qui peuvent être utilisés avec des techniques mathématiques qui sont similaires. Et l'interprétation des résultats ou les quantités qu'on veut caractériser peuvent être différentes, mais voilà, comme la fonction Q est similaire, les paysages compliqués apparaissent dans les trois, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager, qu'on peut discuter ensemble. Donc, quelques autres mots-clés à se rappeler, si vous voulez, c'est ces interactions aléatoires, ces JIJ ou JIJKL qui sont pris au hasard avec les choix d'une pièce de monnaie. Ça, on l'appelle désordre. Donc, si parfois vous entendez parler de systèmes désordonnés, c'est ce type de choses et ce type de modèle. Et puis, l'histoire de la fonction Q qu'on veut minimiser ou qu'on veut optimiser. Et c'est un autre mot clé que vous pouvez peut-être entendre dans un autre contexte, mais bon, ça correspond à ça du point de vue de la mathématique. Merci beaucoup.